Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce radio-journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Tout d'abord, voici les principaux titres. Le barrage Inga présente un état piteux avec baisse drastique de production qui constitue un manque à gagner pour l'État. Christian Mouchampa nous en dira plus. Et puis, lors de sa récente sortie médiatique, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, accuse les Rwandais d'être à la base des désordres qui s'observent au sein de l'IDPS. Vous allez les suivre au cours de ces journaux. Pour commencer, la création d'un cadre juridique de coopération dans divers domaines, notamment de la défense et de l'agriculture entre la République démocratique du Congo et la Russie, a été au centre d'un échange à l'ouverture du forum de partenariat à Sochi. Une ville russe a tant appris dimanche 10 novembre 2024 des sources officielles. Joyce nous en dit plus. À l'ouverture de ces forums, la chef de la diplomatie congolaise, Mme Thérèse Kaïbouamba-Wagné, et son collègue Gilbert Kabanda de la recherche scientifique et innovation technologique ont échangé avec leur homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux parties ont examiné la nécessité de créer le cadre juridique pour une coopération avantageuse dans le domaine le plus divers, à savoir la défense, l'agriculture, l'énergie, l'infrastructure et les échanges culturels. A-t-on lu dans le communiqué de la primature? Selon la source de la délégation congolaise, communiquera sa position sur les intérêts à partager par les uns et les autres dans le cadre du multilatéralisme, du changement climatique, de la transition énergétique, du système économique global, de l'architecture ainsi que de la paix et sécurité. Se méfiant à la presse russe, la ministre d'État et Affaires étrangères congolaise a annoncé que la RDC est candidate au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2026-2027, une instance qui, selon elle, devrait être réformée comme le reflet du monde au XXIe siècle. Madame Thérèse Kaïbouamba-Wagné a cependant rappelé que la situation sécuritaire de la RDC demeure alarmante, en proie à l'activiste de rebelle du M23, appuyé depuis 3 ans par l'armée rwandaise, qui a violé la souveraineté de la RDC. Notons que ces assises de 2 jours ont été ouvertes le samedi 9 novembre 2024 à l'Université de sciences et technologies des Sirius, auxquelles ont pris part les différentes personnalités, notamment des représentations du Mali, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, de l'Angola et de la Guinée. Ce forum fait suite à celui organisé en 2019, consacré aux questions d'Afrique, avec le reste du monde. Et puis, la plus grande importante concentration des cascades au monde est principale hydroélectrique au pays. Le barrage Inga présente un état piteux avec une baisse drastique de production qui constitue un énorme manque à gagner pour l'État, alors que cette dernière fournit 75% de la production totale de cette société d'électricité. Suivez. Inga, la plus importante concentration de cascades au monde et principale centrale hydroélectrique du pays. 6 turbines pour Inga 1, 8 pour Inga 2, pour la plupart à l'arrêt, et des habitants qui vivent au rythme des coupures d'électricité. Pour tenter de comprendre pourquoi, plusieurs spécialistes s'y sont rendus dans le cadre du forum économique Makutano. Les servomoteurs, depuis avant-hier et la semaine prochaine, les 13, on va les remettre en service. C'est comme ça que nous lisons ici que la puissance active est nulle. Cette baisse drastique de la production constitue un énorme manque à gagner pour l'État, alors qu'Inga fournit 79% de la production totale de la Société nationale d'électricité, la SNEL. Pour ce professeur, c'est incompréhensible. La SNEL, c'est une société de l'État, donc de l'État congolais, dont nous sommes tous en fait, disons, propriétaires. Donc si nous nous concentrons à développer, je dis bien développer ce site, nous avons ici de quoi offrir
de l'électricité à tous les ménages, à tous les Congolais. Inaugurée en 1972, puis 1982, Inga 1 et 2 souffrent d'un manque d'entretien flagrant. Les infrastructures semblent figées dans le temps et le fleuve Congo est victime des incivilités des habitants. Ces eaux sont polluées par les déchets plastiques qui bouchent les machines. Donc voilà en gros. Et c'est notamment le nettoyage des machines qui provoque les coupures. Nous devons nous prendre en charge. Le Congo doit prendre en charge pour qu'il y ait ce potentiel. Malgré les efforts du personnel de maintenance, la SNEL dénonce un manque de moyens. Quand elles ne sont pas en cours de nettoyage, de nombreuses machines sont obsolètes et doivent être remplacées. Pour cet homme d'affaires, le montant des travaux s'élèverait à 450 millions de dollars. Est-ce qu'il y a eu des investissements substantiels dans le secteur de production d'énergie électrique? Le plus grand problème aujourd'hui, c'est le déficit qui ne pourra pas être comblé par l'effort de réhabilitation. Il faut de nouveaux actifs dans le parc de production. À l'issue de cette visite, les membres du Forum économique Makutano ont inscrit la réhabilitation d'Inga dans leur liste de priorités. Mais en RDC, depuis plus de 50 ans, le secteur énergétique ne bénéficie d'aucun financement. Et puis, intervenant samedi aux États généraux de la justice qui se tiennent depuis le 6 novembre dernier à Kinshasa, Jules Alinguete, inspecteur général et chef des services de l'inspection générale de finances, a relevé que la mauvaise gouvernance financière publique a contribué à l'aggravation de la maladie de la justice, en lui privant de moyens de fonctionnement et d'amélioration des cadres et d'amélioration des conditions de travail des magistrats. Gracia Akilimali pour le commentaire. Dans son intervention centrée sur l'état des lieux de la corruption et des détourneurs de deniers publics, quelle réponse judiciaire le numéro 1 de ces services spécialisés dans le contrôle de finances publiques en République démocratique du Congo a affirmé que de magistrats doivent considérer les détourneurs des deniers publics et les corrupteurs comme de responsables clés du sous-développement de la RDC. À l'en croire, la gouvernance du pays est gravement compromise par la corruption, un phénomène qu'il a qualifié de commun. Il a insisté sur la nécessité de condamner ces actes et de prendre de mesures concrètes pour restaurer la confiance dans les institutions. Jules Alinguete a également martelé sur l'épineuse question de distillation de personnes soupçonnées de corruption ou de malversation financière. Pour renforcer le travail de l'inspection générale de finances dans la traque de détourneurs des deniers publics, l'inspecteur général de finances a formulé quelques recommandations. Création d'un parquet financier, établir un organe spécialisé pour traiter les infractions financières de manière plus efficace. Adaptation du code pénal congolais, mettre à jour le loi pour inclure de nouvelles infractions liées à la criminalité financière afin de mieux répondre aux défis actuels. Renforcement de sanctions, augmenter le caractère répressif de lois existantes concernant les détournements de fonds publics en tenant compte de conséquences catastrophiques de ces actes sur le développement du pays. Et enfin, reconsidérer les immunités accordées aux membres du gouvernement responsables principaux de la gestion publique. Lors de sa récente sortie médiatique, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, a accusé les Rwandais d'être à la base des désordres qui s'observent au sein de l'IDPS. Quel rapport y a-t-il entre le Rwanda et la famille politique du président de la République? Augustin Chubanda, cadre de l'IDPS, donne totalement raison aux propos tenus par le secrétaire général. Il est joint ici au téléphone par Christian Mouchampa. Par rapport au contexte, le discours du secrétaire général n'est pas sorti de son contexte. Parce qu'il va sans dire que le Rwanda, avec à sa tête Paul Kagame, mène à la RDC pratiquement trois fronts. Le front économique, le front sur le plan militaire, c'est-à-dire de guerre, et aussi il y a un front que beaucoup négligent, le front sur le plan politique. Et le Rwanda
ne va pas aimer voir à la tête de la RDC un président qui a totalement compris sa mission, qui a totalement eu le courage de dénoncer le comportement de Paul Kagame, n'est-ce pas, dans le pays. Donc je vous dis tout simplement qu'au regard de tout ce que je viens d'évoquer, le Rwanda ne peut pas être content de voir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête. Alors pourquoi je parle de front politique et pourquoi je suis en train de soutenir, à mon humble avis, l'analyse ou le discours du CG Kabouya? Tout simplement parce que lorsqu'on vous mène un front politique, on peut vouloir déstabiliser votre parti. Déstabiliser aujourd'hui l'UDPS en infiltrant, parce que cette dissidence ne profite pas à l'UDPS ni au chef de l'État. Ça profite aux ennemis de l'UDPS, ça profite aux ennemis de l'Union sacrée. Par ricochet, ça profite aux ennemis du président de la République. Et parmi les ennemis du président de la République, parmi les ennemis de la majorité au pouvoir, nous avons les Rwandais, nous avons aussi les sous-traitants du Rwanda. Et parmi les sous-traitants, nous n'avons pas seulement des sous-traitants au niveau de l'opposition, mais nous avons aussi des sous-traitants au sein même de l'UDPS. Donc les faibles d'esprit qui acceptent de trahir leur propre parti par ricochet, de déstabiliser le chef de l'État. C'est comme ça que nous disons que le discours du CG Augustin Kabouya a été un discours contextuel à l'occasion du pardon accordé à une fronde qui a constaté qu'elle a été dupée et qu'elle doit revenir à la raison. Et lui, en tant que père du parti, père gestionnaire au quotidien, il leur a accordé un pardon sincère et il a demandé à tous les autres de faire un pardon sincère et plutôt de présenter mea culpa sincère et de revenir à la raison. Voilà un peu ce que nous avons. Après plusieurs mois de travaux effectués avec la contribution des experts de l'ARSP et ceux de la FEC, ces deux structures ont finalement signé le procès-verbal des validations du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en République démocratique du Congo. La FEC se déclare satisfaite et de son côté, le directeur général de l'ARSP promet d'assainir les climats d'affaires selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet extrait choisi par Jean Bondo. Un peu certains problèmes qui s'est posé par rapport à son application. Et puis les opérateurs économiques et l'ARSP, on s'était convenu qu'il fallait qu'on se réunisse d'abord en commission mixte paritaire pour chercher un document qui pouvait appuyer les textes légaux de façon que l'application ne pose pas les problèmes. C'est ainsi que cette commission, la commission mixte paritaire, s'était réunie et avait travaillé. Et par après aussi, on devrait réunir les experts des deux côtés. Du côté du secteur privé qui est représenté par la Fédération des entreprises du Congo et du côté aussi de l'ARSP. Les experts des deux côtés ont travaillé pendant plusieurs mois pour donner les détails bien expliqués de façon que l'application soit beaucoup plus claire et ne pose pas les problèmes. Que maintenant nous parlons le même langage par rapport au kit sectoriel dont on a fait. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé au travers ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers de la FEC. Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère au chef de l'État en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires veillent à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Les experts de la FEC. En bref, selon un communiqué publié le dimanche dernier, la police de la circulation routière de Kinshasa a reçu une directive l'interdisant d'interpeller les conducteurs de véhicules
sur quelques artères principales de la ville. Cette décision, signée par le général Blaise Kilimbalimba, le chef de la police de Kinshasa, vise à réduire les tracasseries policières dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et pour finir, les insurgés de Boko Haram ont tué 17 soldats tchadiens lors d'une attaque menée le week-end contre un poste militaire qui a également fait 96 morts parmi les assaillants dans l'ouest du pays, a déclaré l'armée tchadienne. Le détail. L'attaque dans la région du lac Tchad a eu lieu samedi, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Issa Kachek, à la télévision nationale dimanche soir. La région du lac Tchad a été touchée cette année par de fréquentes attaques d'insurgés, notamment de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cette situation a ravivé le crainte de violence après une période de paix consécutive dans une opération militaire réussie lancée en 2022 par l'armée tchadienne pour détruire le base des groupes extrémistes. Le mois dernier, 40 soldats ont été tués lors d'une attaque contre une base militaire, ce qui a incité le président Mahamat Déby à lancer une opération pour débloquer le militant de Boko Haram du lac Tchad. En mars, une attaque attribuée par le gouvernement à Boko Haram a tué 7 soldats. Boko Haram, qui a lancé une insurrection qui a plus de 10 ans, contre l'éducation occidentale, cherche à établir la loi islamique dans le nord du Nigeria. L'insurrection s'est étendue aux pays voisins d'Afrique de l'Ouest, notamment au Cameroun, au Nigeria et au Tchad. Le Tchad, pays de près de 18 millions d'habitants, a été secoué par les troubles politiques avant et après les élections présidentielles controversées de 2021. Qui a vu la victoire de Déby Itno. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président intérimaire dans la période des régimes militaires qui a suivi la mort de son père en 2021. C'est ici que nous mettons un point final à ce radio-journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.